Monsieur le bâtonnier, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les magistrats, mes chers consoeurs, mes chers confrères, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de prendre la parole à Marseille aujourd'hui. Non seulement parce que j'adore cette ville, mais aussi parce que je vais vous confier que la première fois que j'ai pris la parole dans un colloque de ce type, c'était il y a à peu près 25 ans à Marseille, dans un colloque consacré à l'acquisition du réflexe européen. Alors tout ça ne me rajeunit pas. Aujourd'hui, j'ai peut-être un petit peu moins de réflexe, mais plus d'expérience. Et en tout cas, ça démontre la constance de la délégation des barreaux de France dans son combat pour le partage de l'apprentissage du droit de l'Union européenne. C'est un travail de Sisyphe, mais nous savons depuis Camus qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, et donc soyons heureux de partager aujourd'hui les sujets qui seront traités lors de ce colloque. Pourquoi, puisque c'est le thème que l'on m'a confié, pourquoi aborder le thème des mesures restrictives dans le cadre d'un séminaire consacré à l'utilisation du droit de l'Union dans la pratique de l'avocat? On peut se poser la question. Et pourquoi le faire dans le cadre d'un module consacré à l'influence du droit de l'Union européenne dans la mission de l'avocat? Eh bien, je pense que c'est un sujet qui est totalement d'actualité par rapport à la mission de l'avocat. J'espère vous en faire la démonstration ici. Nous allons parler des mesures restrictives qui sont des mesures particulières, comme vous le savez sans doute, puisqu'elles relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, qui connaissent une application relativement autonome par rapport à d'autres secteurs du droit de l'Union européenne. Et il s'agit ici de comprendre le rôle de l'avocat, son rôle confronté à l'utilisation par l'autorité publique, en l'occurrence le Conseil de l'Union européenne, de mesures restrictives, comme leur nom l'indique, on parle aussi plus généralement de sanctions, qui tendent d'une part à la protection de l'état de droit, nous en reparlerons, mais dont l'imposition n'est pas sans conséquence justement sur les droits subjectifs des personnes et leurs droits fondamentaux. Et là, vous voyez déjà que le rôle de l'avocat s'inscrit un tout petit peu mieux. Tout d'abord, tentons de définir ces mesures restrictives. Elles sont définies à l'article 29 du traité sur l'Union européenne et à l'article 215, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette dernière disposition autorise le Conseil, à l'unanimité des États membres, à prendre des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, et ces sanctions vont porter, ces mesures restrictives vont porter sur le gel de leurs fonds et leur interdiction de voyager sur le territoire de l'Union européenne. Alors il y a aussi, et vous en parle beaucoup dans le cadre des négociations difficiles, complexes, délicates, liées au 11e train de mesures restrictives qui pourraient être adoptées, il y a également, à côté de ces mesures restrictives visant des personnes, il y a des mesures sectorielles qui ont pour objet de limiter, pour une période normalement limitée, les échanges économiques en provenance d'un pays, des importations, limiter les activités dans un secteur d'activité, limiter en tout cas les échanges pour faire pression, évidemment, dans le but d'assurer certains objectifs sur le pays qui fait, ou sur la région du monde qui fait l'objet de mesures restrictives. J'évoquerai moins ces mesures sectorielles, même si je me permettrai enfin d'exposer, de faire un petit point sur un point très particulier en ce qui concerne particulièrement les avocats. Alors, même si on en parle aujourd'hui de plus en plus, et que je pense que dans le grand public, en tout cas, les gens ont pris connaissance de l'existence de ces mesures restrictives depuis le 25 février 2022. Elles existent depuis assez longtemps en droit de l'Union européenne,
et elles ont déjà été utilisées de manière assez importante dans le contexte des événements que l'on a connus en Syrie, en Iran, en République démocratique du Congo, en Birmanie, en Tunisie, en Libye, en Biélorussie, et je passe certaines autres régions. Depuis 2014, et ce fameux règlement européen lié à des sanctions, des mesures restrictives dans le cadre du contentieux, ce qu'on appelait à ce moment-là le contentieux ukrainien, ou de la crise ukrainienne, ces mesures se sont développées et ont pris une ampleur sans précédent, et c'est évidemment allé crescendo depuis le 24 février 2022. Aujourd'hui, sanctions russes et toutes sanctions confondues, l'on peut dire que les mesures restrictives sont un des instruments principaux de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Vous devez savoir que l'Union européenne est la deuxième émettrice de mesures restrictives, juste après les États-Unis. Dans les principes de ces mesures restrictives, l'objectif déclaré n'est pas tellement de sanctionner des personnes. L'objectif est de maintenir les objectifs de paix et de sécurité en veillant au respect des droits de l'homme et de l'état de droit. L'objectif est sain, mais l'on doit observer dans la pratique les difficultés d'identification des personnes ou des entreprises qui doivent faire l'objet de mesures restrictives, qui est un travail extrêmement complexe, on le voit particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et puis surtout, ces mesures restrictives ne sont évidemment pas des condamnations, elles sont par définition provisoires et limitées dans le temps, dans le seul but de servir aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune. Eh bien, elles doivent être revues. Dans le cas russe, les règlements européens ont fixé tous les 6 mois, dans d'autres cas, c'est tous les ans, ce qui implique une nécessité d'actualiser ces sanctions pour qu'elles restent justes au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune. Le problème, c'est que l'on observe dans leur maintien, sans véritable actualisation, on observe encore aujourd'hui, mais c'était encore plus flagrant il y a quelques années, que finalement, des personnes ou des entreprises restent sur ces listes de mesures restrictives pendant des années, sont renouvelées quasiment automatiquement, et que finalement, l'interdiction de voyager et le gel de leurs fonds vont s'assimiler à de véritables condamnations pénales, si ce n'est qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire où un juge décide de geler des fonds en application d'un texte ou décide de certaines interdictions, de certaines limitations à la liberté en fonction d'un texte et surtout au bout d'un débat contradictoire. Le cadre pourtant paraît strict, puisque je vous ai cité le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et bien entendu vient s'appliquer aussi ici un instrument dont vous parlerez beaucoup aujourd'hui, qui est la Charte des droits fondamentaux, qui garantit les mêmes droits à tout citoyen européen, mais également à toute personne faisant l'objet de mesures restrictives sur le territoire de l'Union européenne, l'application de cette charte. Et c'est pour cette raison qu'en 2007, le traité de Lisbonne va adopter une dérogation à l'absence de compétences pour la Cour de justice de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Jusque-là, la Cour de justice, ou le tribunal, puisque vous savez que c'est un ensemble, il y a la Cour de justice qui est composée de la Cour et du tribunal, jusque-là, la Cour de justice n'avait pas de compétences en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Mais et je pense que c'est un bienfait du législateur européen, c'est une prise de conscience des enjeux qu'il y avait ici. Ils ont estimé que dès lors que les mesures restrictives portaient atteinte à des droits subjectifs de personnes, il y avait lieu de prévoir un recours juridictionnel devant le tribunal de l'Union européenne, avec une possibilité de pourvoi devant la Cour par rapport à ces mesures, et c'est l'article 275 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui reconnaît à la Cour une compétence en matière d'annulation de mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques
ou morale. Un véritable recours juridictionnel, donc, et encore une fois, c'est une marque de fabrique de l'Union européenne dont, en tant qu'avocat, en tant que citoyen européen, on peut se réjouir parce qu'elle n'existe pas du tout dans les mêmes termes dans les autres pays émetteurs de sanctions. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais le recours juridictionnel n'est pas aussi garanti lors des sanctions qui sont émises, par exemple, par le Royaume-Uni, par les États-Unis et encore moins par les Nations unies. Soulignons qu'il existe aussi, et ça depuis le début, la possibilité d'introduire des recours administratifs devant le Conseil de l'Union européenne, qui sont très très peu couronnés de succès, et qui ne sont utiles que dans la mesure, malheureusement pour les avocats, j'y reviendrai, que dans le but de pouvoir éventuellement confronter le Conseil à des violations des droits de la défense, à des violations du droit d'être entendu ou à l'absence de preuves de qualité, mais ce recours offre très peu de chances de succès, qui est lié au fonctionnement du Conseil de l'Union européenne dans le cadre de ces mesures restrictives. Et vous aurez compris, évidemment, lorsque je parle de recours juridictionnel, c'est ici qu'en premier lieu, en première ligne, va intervenir l'avocat, qui peut former un recours en annulation à l'encontre d'une mesure restrictive visant une personne physique ou morale qui en fait l'objet, voire introduire une demande de suspension en référé qui était jusqu'ici totalement inédite. Enfin non, elle n'était pas inédite, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont essayé, mais qui se sont cassés les dents devant des demandes de suspension introduites à Luxembourg. Mais dans le contentieux russe, pour la première fois, le tribunal de l'Union européenne a fait droit à une demande de suspension. Je ne rentre pas dans les détails, c'était un cas, à mon sens, assez particulier, mais il est important de montrer que le tribunal estime qu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse exercer sa compétence en référé également en matière de mesures restrictives. On a constaté au début, je ne suis pas certain que les juges du tribunal, et j'avais eu l'occasion d'évoquer cela avec certains d'entre eux à l'époque, étaient ravis de se retrouver avec le contentieux des mesures restrictives, même si évidemment en tant que juristes, ils étaient comme chacun d'entre nous convaincus qu'il devait y avoir un recours. C'était compliqué parce que c'est interféré, c'est disposer d'une compétence d'annulation dans un secteur, la politique étrangère, qui est par définition un secteur où les pays doivent, dans le but de faire respecter les valeurs, si on parle de l'Union européenne, si on parle d'un pays, c'est les valeurs d'un pays, si on parle de l'Union européenne, les valeurs de l'Union européenne, les valeurs d'état de droit, les valeurs de la démocratie, du respect universel des droits de l'homme, l'ensemble de ces éléments-là, c'est les outils pour le faire, c'est un pouvoir d'appréciation très très large, reconnu par consensus quasiment aux États dans le cadre ou à l'Union européenne dans le cadre de la mise en place de sa politique étrangère et de sécurité commune. Et voilà que tout d'un coup, on vient dire « Ah ben non, s'il y a des mesures restrictives, vous avez une compétence ». Alors au point de départ, on a observé des arrêts très très timides du tribunal qui confirmaient systématiquement ou qui refusaient l'annulation en expliquant que l'on était dans le cadre d'un pouvoir d'appréciation très large et que ce n'était véritablement en cas d'erreur manifeste, matérielle quasiment, que le pouvoir d'annulation allait s'appliquer. Et puis on a assisté à une évolution assez remarquable qui va, à mon avis, se cristalliser dans les mois qui viennent dans le cadre des litiges liés à la guerre en Ukraine. Évolution remarquable parce que le tribunal, de plus en plus, a très clairement exposé ce qui était relevé de l'évidence, mais que la preuve, ou en tout cas des présomptions suffisantes pour placer quelqu'un sous mesure restrictive, appartenait au Conseil, et que l'on ne pouvait pas imposer à la partie requérante, à la personne donc, qui fait l'objet des sanctions, d'apporter la preuve négative de ce qu'elle n'est pas liée à un contexte de guerre, de violation des droits de l'homme, de financement d'un régime opposé à l'état de droit. Et cette preuve est de plus en plus exigeante. Dans un arrêt très important du 26 octobre 2022, c'est l'arrêt Ovsyannikov, je tiendrai toutes les références des arrêts à ceux qui souhaitent les avoir, ils sont en plus très faciles à trouver, le tribunal de l'Union européenne a annulé la mise sous sanction d'une personne, ancien parlementaire russe,
ancien ministre de la Fédération de Russie, qui avait cessé ses fonctions et qui n'avait donc plus de raison, puisqu'il n'avait plus d'éléments de soutien actif liés à la situation en Russie, il n'a plus de raison de rester sous sanction. Et une des raisons pour lesquelles le tribunal a annulé les sanctions à l'égard de M. Ouskannikov, c'est le point 95, c'est de dire le Conseil ne s'est pas livré à une actualisation des éléments probants qu'il avait réunis, de dire c'est un parlementaire, c'est un ancien ministre ou c'est un ministre, et la partie requérante s'était contentée de produire des éléments en disant ben non, voilà, il a démissionné, il n'est plus membre de la Douma, il n'est plus dans la vie politique russe. Et le Conseil disait oui, mais il n'établit pas qu'il ne maintient pas son soutien au régime russe. Et le tribunal a répondu c'est pas à lui d'apporter cette preuve-là. C'est au Conseil de prouver que ce soutien actif persiste malgré le fait qu'il ait quitté ses fonctions et a donc annulé la décision de mise sous sanction. Même chose, le tribunal est de plus en plus exigeant, de plus en plus attentif à l'obligation de motivation de la décision, des mesures restrictives qui doivent permettre à la personne concernée de comprendre exactement ce qui lui est reproché et permettre d'être défendu. Le tribunal insiste également, un autre arrêt dont je vais parler dans un instant, sur les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, qui conduisent le Conseil à placer une personne sous sanction. Et cela m'amène à vous parler d'un arrêt tout aussi fondamental que le précédent, l'arrêt Prigogina du 8 mars 2023. C'est la référence T212/22. C'est très facile hein, pour ceux qui sont moins habitués. Retrouver des arrêts sur le site de la Cour, il suffit de taper Curia et toute la jurisprudence se trouve le jour même où l'arrêt est rendu. L'arrêt se trouve, en tout cas, profitons de cette chance, tant qu'elle existe, je pense qu'elle existera encore quelques années, directement en français et très rapidement dans différentes langues de l'Union européenne. Cet arrêt Prigogina, d'abord, il est important parce qu'il n'est pas neutre dans la crise que l'on traverse pour l'instant, puisque Madame Prigogina est la mère de Monsieur Prigogine, qui n'est autre que le redoutable chef de Wagner, et qu'on peut qualifier, je pense, à peu près d'ennemi public international numéro 1. Eh bien, Madame Prigogina a vu ses sanctions annulées par le tribunal de l'Union européenne, ce qui témoigne tout de même, à mon sens, d'une très grande indépendance de ce tribunal. Et pourquoi est-on arrivé à l'annulation des mesures restrictives à l'encontre de Madame Prigogina? Eh bien, justement, parce que on a estimé que Madame Prigogina avait été placée sous sanction, c'est d'ailleurs la motivation du Conseil, parce qu'elle était associée à une personne qui soutient matériellement, idéologiquement, la guerre en Ukraine. Le tribunal a dit, et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous sanction pour cette raison-là, que le lien familial ne suffit pas à établir et à rendre acceptable ou à réunir le critère de lien associatif avec l'effort de guerre en Ukraine. Le tribunal a dit aussi, puisque lorsque le Conseil place une personne sous mesure restrictive en disant qu'il est associé à une personne qui soutient financièrement ou matériellement la Fédération de Russie, elle dit que c'est pour éviter des risques de contournement de sanctions. Alors ça, c'est une notion très très intéressante qui mériterait un colloque à lui tout seul, parce que personne n'arrive véritablement à le définir, et certainement pas le Conseil aujourd'hui, éviter le contournement des sanctions. Mais le tribunal vient très prudemment ne pas définir lui non plus le contournement de sanctions, mais dire, en tout cas, c'est au Conseil d'établir qu'il y a un risque effectif, pas d'établir un contournement, on ne le demande pas, mais d'établir un risque effectif de contournement. Et dans Madame Prigogina, qui n'a aucun mandat dans les sociétés de son fils, ou qui n'en a plus depuis plusieurs années, eh bien, il n'y a aucune raison de maintenir les sanctions à l'encontre de Madame, qu'elle s'appelle Madame Prigogina ou Madame Dupont. Ce qui a conduit au référé dans l'affaire
Maspin, dont je vous ai parlé il y a un instant. C'est l'affaire T743-22R, pour ceux que ça intéressera, du 1er mars 2023. C'est également une perversion, quelque part, de ce critère de la personne associée. Toute une jurisprudence se développe donc depuis plusieurs années dans ce secteur, et les Russes, bon, je pense que ça se cristallise parce qu'il y a aussi une certaine médiatisation de ces affaires, mais il y avait déjà des arrêts de ce type-là dans les contentieux syriens, iraniens, congolais et birmans. Le tribunal insiste donc sur la charge de la preuve, sur la crédibilité des preuves utilisées. Le Conseil a beaucoup de difficultés à réunir des preuves, tout simplement, parce qu'il le reconnaît lui-même. D'ailleurs, il le dit dans ses écrits de procédure et c'est repris dans les arrêts. Le Conseil ne dispose pas d'un service d'enquête externe, ne peut pas envoyer des missions en Russie. Pour l'instant, à mon avis, c'est compromis, pour vérifier ce qui se passe, pour vérifier ces informations, etc. Et donc, que fait-il? Soit il reçoit des informations, parfois classées confidentielles, souvent de ces membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui obtiennent certaines informations. Alors, dans ce cas-là, elles sont confidentielles. Et donc, pour étayer, il produit des tas d'articles de presse, des extraits de sites Internet traduits du russe avec une traduction souvent automatique. Donc débrouillez-vous avec cela. Parce que nous n'avons pas d'autres moyens d'apporter les éléments. Alors, il y a des éléments qui se contredisent. Je le vois moins mais je vais vous donner un exemple très concret. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Je vais vous donner un exemple très concret dans des dossiers congolais, de République démocratique du Congo. Il y a des vrais problèmes démocratiques qui se posent et des vrais problèmes de violation des droits de l'homme, mais il y a une certaine, voire une évidente liberté de la presse, si ce n'est que la presse n'est pas du tout indépendante, mais dépend totalement des partis politiques qui la financent. Et donc, on peut faire dire absolument tout et n'importe quoi à des articles de journaux en République démocratique du Congo, du moment que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Et lorsqu'on se retrouve avec des articles de presse fournis par le Conseil dans ces contentieux-là, c'est impossible de s'en sortir, parce que je vais envoyer à un client, voilà ce que le Conseil produit, et il va me renvoyer 25 articles de presse qui disent totalement le contraire. Donc c'est un vrai problème, et de plus en plus, le tribunal est très exigeant là-dessus. L'erreur manifeste d'appréciation part en fait souvent, le constat de cette erreur manifeste d'appréciation part de ce que le tribunal n'a pas, de ce que le Conseil, n'a pas appréhendé suffisamment la situation de la personne. Elle intervient le plus souvent aussi au terme d'un renouvellement des mesures restrictives. Parce qu'au terme d'un renouvellement, régulièrement, la personne, si elle a introduit un recours, a fait valoir certains arguments. Et dans ces arguments, elle a exposé des éléments auxquels le Conseil ne va pas trouver à répondre. Et le tribunal va lui répondre, vous n'actualisez pas, et il n'y a pas de raison de maintenir les mesures restrictives. Dans le contentieux russe, lié à la guerre en Ukraine, depuis le 24 février, vous savez, il n'y a pas eu moins de 10 trains, bientôt 11 trains de mesures restrictives, plus de 1500 personnes sont concernées, plus de 200 ont introduit des recours en annulation devant le tribunal. Les audiences ont commencé depuis le 25 avril. Compte tenu de ces critères, compte tenu des éléments que je viens de vous avancer brièvement, la jurisprudence qui va commencer à venir à partir du mois de septembre est, je pense, très attendue. Alors, je prendrai le temps qu'il me reste sur la réflexion du rôle de l'avocat par rapport à ces mesures restrictives. Ça a provoqué, et des articles de presse se répandent sur quel est le rôle des avocats. Les avocats contribuent-ils à contourner les mesures restrictives? Les avocats vont-ils à l'encontre des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune en défendant cette personne-là? Il y a beaucoup de débats qui sont nés dans les cabinets qui font du droit de l'Union européenne, puisque c'est tout de même une matière assez spécialisée en droit de l'Union européenne. Beaucoup de débats qui sont nés. Alors il y a trois positions. Parce que c'est souvent dans des contextes de cabinets d'affaires qui se disent « oui, mais que faisons-nous par rapport à ces clients-là » Première
logique, c'est le refus total. On n'intervient pas dans ces affaires-là. La deuxième, c'est on va se fixer des critères spécifiques. Par exemple, on ne défend pas des anciens parlementaires ou des personnes publiques ou des entreprises publiques. On ne défend que des personnes privées. Ou bien on accepte tout le monde. Je pense qu'il faut retourner à nos principes. Le droit de la défense d'une personne est consacré par l'ensemble des textes fondamentaux et nous sommes dans un état de droit. Par chacun des règlements qui placent sous sanction des personnes, il est spécifié expressément que ces personnes ont le droit d'être défendues et que leurs fonds ne sont pas gelés, moyennant des autorisations des ministères des Finances compétents, ne sont pas gelés aux fins de l'exercice de leur droit de la défense. Donc cette question de principe, pour moi, doit être relativisée. Après, pour moi, la véritable question éthique, elle ne vient pas vraiment sur le choix de défendre ou pas une personne, mais du mandat de défense qui va être le nôtre. Que faisons-nous? Est-ce que l'on rentre dans une guerre contre la logique des sanctions, contre cette politique d'étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, ou bien est-ce qu'avec le client, on se limite à contester la réunion des critères fixés par le législateur européen pour placer quelqu'un sous sanction? J'ai envie de dire que je respecte complètement un avocat qui prendrait la première option. Je ne suis pas certain que c'est celle qui garantit le plus de succès actuellement, mais c'est respectable. C'est un choix éthique de défense qui appartient à sa conscience. Je pense que ce débat est un petit peu curieux et je pense qu'il est focalisé sur des avocats qui sont en général plutôt des avocats d'affaires et qui n'ont pas des réflexes de pénalistes, parce que je pense qu'un pénaliste réagirait tout à fait autrement par rapport à ce débat, et sans doute avec raison. Je pense que, par contre, ce rôle de l'avocat, et la jurisprudence depuis 2007 ou 2008 l'a démontré, est indispensable pour permettre au tribunal de forger sa jurisprudence. Charge de la preuve, qualité des preuves, caractère provisoire des mesures, actualisation lorsqu'on les renouvelle, respect du droit d'être entendu, même s'il n'y a pas de reconnaissance d'une audition formelle, mais en tout cas d'échange d'écrits avec l'autorité qui sanctionne. Je voudrais, pour terminer, il me reste 3 minutes, si je vois bien, évoquer un point particulier dans le cadre des mesures restrictives sectorielles. On passe d'un rôle d'avocat acteur à un rôle d'avocat sujet de droit. Le règlement 2022-1904, qui modifie le règlement 883-2014, excusez-moi de ces chiffres, c'est un règlement du 6 octobre 2022, qui concerne les mesures sectorielles, vient interdire à toute personne, avocat et autres, de rendre des conseils juridiques à des entreprises privées ou publiques russes. Même si ces entreprises ne sont pas sous sanction, soyons clairs. Toute entreprise russe est privée, même celles qui ne font pas l'objet de sanctions européennes ou internationales. C'est une interdiction totalement insolite, sans aucun précédent, j'ai cherché, mais sans aucun précédent au XXe siècle en tout cas, au XXe et au XXIe siècle. On se retrouve, le Conseil nous dit c'est limité parce que le Conseil précontentieux est autorisé, mais le Conseil pur est donc interdit dans certains cas, et même pire, les règlements prévoient des dérogations possibles, et un avocat, pour intervenir dans certaines situations où il y aurait des questions d'alimentation, de droits fondamentaux qui seraient impliqués, doit obtenir pour intervenir, moi franchement ça me fait rêver, ou cauchemarder plutôt, doit demander l'autorisation, en Belgique du ministère des Finances, en France également du ministère des Finances, pour intervenir dans un dossier. Pas pour que ses honoraires soient payés, ça c'est une question différente. Pour débloquer des fonds, c'est une question différente qui est respectable. Mais pour intervenir, pour se voir le droit d'accepter un dossier. C'est une atteinte fondamentale, non seulement à notre indépendance, mais une atteinte fondamentale à notre secret professionnel, puisqu'on devrait divulguer à l'autorité publique des éléments d'un dossier pour recevoir l'autorisation d'intervenir. C'est une violation pour moi évidente des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux, et bien entendu 8, respect de la vie privée, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors,
j'adorerais vous parler de ce sujet-là. Il y a des recours en annulation qui ont été introduits par des personnes physiques, par des ordres devant le tribunal de l'Union européenne. Voilà, pour faire court, je vous dirais qu'il serait indélicat déontologiquement de ma part d'évoquer ces recours qui sont pendants devant vous aujourd'hui. Je pense que l'interdit dans des sanctions, l'avocat qui, par son conseil, contournerait des sanctions, nous avons tout l'arsenal dans notre dispositif national pour le sanctionner, disciplinairement et pénalement. En France, en Belgique, un avocat qui participe à un contournement de sanctions se rend coupable d'une faute déontologique grave, mais aussi d'une faute pénale susceptible d'une condamnation. Limiter les échanges économiques, je ne vois pas vraiment en quoi cette justification tient le route. Moi, j'ai une certitude par rapport à ça. Nous touchons ici, avec le cadre, et je conclus là-dessus, nous touchons ici aux limites de ce qui peut être fait ou défendu au nom des valeurs européennes. Et je ne pense pas que l'on défende l'état de droit en dérogeant à ses fondamentaux. Je ne pense pas qu'il ne puisse pas y avoir des règles d'état de droit pour ceux qui soutiennent ou qui pourraient soutenir un régime qui viole cet état de droit. Je pense que les raisonnements de Saint-Just ont leurs limites et se terminent comme on le sait. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas de liberté ou de droits fondamentaux pour les ennemis de la liberté. Je pense que le rôle de l'avocat dans ce type de conflit, parfois de conflit de valeurs, est d'être toujours du côté de la liberté et d'être toujours du côté de la cause individuelle d'une personne et de ne pas accepter le sacrifice de certains droits, notamment le premier d'entre eux, celui d'être défendu à l'intérêt général. Je pense qu'on doit être très conscient de cette question-là. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, au niveau international, des organisations d'avocats, International Bar Association pour ne pas la citer, voudraient faire adopter un code de conduite dans lequel les avocats s'engagent, ce code de conduite ne s'appliquerait pas aux avocats pénalistes, mais les avocats d'affaires, entre guillemets, civilistes, refuseraient une cause si celle-ci apparaît contraire à l'intérêt général. C'est une négation même de l'exercice de la profession d'avocat. C'est refuser le fait qu'une cause individuelle est toujours, si l'avocat l'accepte et la défend dans le respect de sa déontologie et de la loi, est toujours une cause juste, et que la défense d'une cause individuelle participe précisément à l'intérêt général dans un état de droit. Dans un état de droit, l'accès à la justice est une garantie fondamentale. Ça a été reconnu, et heureusement, par nos deux cours suprêmes, que sont la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci Thierry de cette intervention. Pour rebondir un petit peu sur tes propos et pour revenir sur ce que tu as dit, je prends l'exemple de la Syrie, où effectivement de nombreuses mesures restrictives ont été prises contre des personnes morales et des personnes physiques. Et à l'époque, personne ne disait rien lorsque effectivement des avocats introduisaient des recours en annulation contre ces mesures restrictives. Et je me souviens d'un cas où effectivement la jurisprudence du tribunal s'est précisée au fur et à mesure des décisions rendues par le tribunal, et notamment sur la question des hommes d'affaires, puisque vous savez, c'est des cercles concentriques, hein. On attaque d'abord la famille du dictateur, puis ensuite les hommes d'affaires, et puis ensuite est venue la notion d'homme d'influence. Et le tribunal de l'Union, par des cercles concentriques, a évidemment interprété largement les sanctions et la notion de la sanction aux hommes d'influence. Et je me rappelle très très bien, hein, personne ne disait rien effectivement sur le fait que des avocats interviennent pour défendre peut-être des gens qui étaient liés de près ou de loin au système, à la dictature syrienne, et personne n'a jamais rien dit. À aucun moment, des articles de presse n'ont été publiés sur
la défense qui était assurée par des avocats pour effectivement essayer d'aller contre ce que tu as très bien expliqué, effectivement, ce que souhaitait effectivement prouver le Conseil. Et d'ailleurs, je me souviens, hein, dans tous ces pays, comment le Conseil, et tu l'as dit également, comment le Conseil réunissait les preuves. Pour ce qui concerne la Syrie, c'était très intéressant de voir cela. C'était en fait des sites d'opposants au régime syrien qui étaient donc ces sites et les informations publiées par ces sites étaient produits par le Conseil de l'Union européenne pour apporter les preuves de ce que tel ou tel homme était un homme d'influence ou un homme d'affaires. Et donc il fallait évidemment contrer les informations publiées par ces sites d'information. Alors tu l'as dit aussi, hein, ces sites d'information, par qui étaient-ils alimentés? On ne sait pas très bien. Et le Conseil évidemment n'avait comme seule preuve à apporter que ces publications venant des sites. Ce qui est très intéressant, vous pourrez effectivement aller sur le site de la Commission, c'est de voir le nombre de personnes qui ont été sanctionnées. Il y a aujourd'hui 1000 pages, effectivement, 1000 pages qui résument le nombre, effectivement, de personnes visées par les sanctions. Et vous avez tout le détail des personnes physiques et morales visées par ces sanctions. Et c'est assez intéressant à voir. Cette réactualisation de cette liste est faite toutes les semaines par la Commission européenne en fonction, effectivement, du prolongement des mesures restrictives qui sont prononcées par le Conseil à l'égard de tel ou tel. Et tu l'as dit effectivement, nous avons des personnes qui ont été sanctionnées par exemple en Syrie il y a maintenant une dizaine d'années par le Conseil. Et systématiquement, le Conseil vous écrit une lettre recommandée en disant nous avons l'intention effectivement de proroger les sanctions à moins que vous ne contestiez de nouveau effectivement ces sanctions prononcées par l'Union européenne. Donc le débat est très intéressant et sans rentrer dans le détail du recours qui a été initié par les barreaux belges et le barreau de Paris contre cette interdiction du service du conseil juridique. Il sera très intéressant de voir le point de vue du tribunal, puisque, comme tu l'as dit, c'est la première fois que dans un texte, l'interdiction du service de conseil juridique est véritablement mise en œuvre par le Conseil de l'Union européenne. Donc tout cela pour vous inciter à nous poser des questions, à poser à Thierry quelques questions si vous en avez. Bonjour. Alors, vous vous êtes placé du côté de l'avocat d'une personne physique ou morale sous sanction. Moi, je veux me placer du côté de l'avocat du créancier d'une personne ou d'une entité sous sanction. Comme vous le savez, la Cour de justice, confortée par la Cour de cassation, estime qu'un créancier d'une personne sous sanction ne peut engager aucune mesure d'exécution et même ne peut mettre en place aucune mesure conservatoire tant qu'il n'a pas obtenu la levée de la sanction. Alors mon interrogation est la suivante. Est-ce que le créancier pourrait, par la voie d'une sorte d'action polienne, solliciter auprès du tribunal ou de la Cour de justice la levée de la sanction au motif qu'elle n'est pas justifiée? Alors je pense que la compétence, j'aurais pu évoquer cette question-là, je n'ai pas eu l'occasion de le faire en tant qu'il m'était imparti, mais cette question-là ne relève pas directement de la compétence du tribunal de l'Union européenne ou de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'on va être dans le cadre de l'exécution d'une mesure de sanction au niveau d'un territoire national. Donc la compétence revient aux juridictions nationales, le cas échéant. Mais je vous citais, alors je ne connais pas la jurisprudence de la Cour de cassation française que vous citez, par contre, je ne pense pas, en tout cas dans le contentieux russe, je ne pense pas qu'il faut obtenir obligatoirement la levée des sanctions. Ce qu'il faut obtenir, c'est une autorisation en France de Bercy vous permettant d'exécuter. Et je sais que c'est possible. Alors, je ne me charge pas, moi, directement de ces aspects de sanctions sectorielles qui sont aussi très complexes pour le rôle de l'avocat, d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a moyen, dans le règlement 883-2014 que j'ai cité, pas ce règlement-là qui est le règlement de base, mais une de ces mises à jour, vous allez voir qu'il y a des dispositions et des annexes relatives à la manière de former une demande auprès de Bercy pour obtenir l'autorisation d'exécuter votre créance. Vous n'avez pas essayé ça? Dans le cas qui me concerne, Bercy a toujours refusé. Bon, Alors, vous n'avez pas de recours directement, alors, recours qui existerait, je ne veux pas parler des sujets qui seront abordés après. La seule solution que je vois,
c'est évidemment introduire les recours administratifs qui doivent être prévus, que le règlement de l'Union européenne prévoit également devant les juridictions administratives françaises, et ensuite demander, le cas échéant, que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice. Mais, je sais qu'il y a des refus que l'on peut parfois mal comprendre, que d'aucuns qualifieront d'arbitraire. Il faut savoir qu'il y a quand même une grande concertation entre les États membres et entre les ministères des Finances des États membres susceptibles de délivrer les autorisations, et que pour l'instant, dès lors qu'il s'agit de débloquer des fonds, même s'ils doivent revenir à votre client, les États membres ne veulent pas prendre de responsabilité de débloquer des fonds qui proviendraient d'une source qu'ils n'identifient pas et de s'être quelque part rendu coupable d'une utilisation ou en tout cas d'avoir permis de faire circuler des fonds qu'ils ne contrôlaient pas. Ça va très très loin. Votre question me permet de rebondir sur une chose qui est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, ils se rendent compte, les États membres se rendent compte qu'il y a des fonds bloqués, notamment au Luxembourg et en Belgique auprès d'Euroclear ou de banques de ce type. Ils se rendent compte que ces fonds appartiennent souvent à des citoyens russes qui, pas plus que vous et moi, n'ont quoi que ce soit à se reprocher, et que dès lors que tous les organismes financiers auxquels se sont adressés ces citoyens russes pour placer leur argent sont sous sanction, cet argent est bloqué, ils ne peuvent pas le récupérer. Donc ils ont prévu des possibilités pour ces personnes de demander des autorisations dans les pays. Et aujourd'hui, j'ai reçu, moi, cette demande de la part du ministère des Finances en Belgique. Il faut nous donner un garant pour pouvoir libérer les fonds. Moi, je ne connais pas le garant de mon client, de ma société en Russie. Le ministère des Finances m'a répondu, mais maître, vous pouvez vous porter garant. Je dis, non, ça, je pense qu'on confond les genres. Et en fait, il y a une espèce de volonté, mais ça s'observe très fort, d'autres qui en face de moi serait plus à même d'en parler. Ça s'observe aussi très très fort dans les aspects prévention du blanchiment. Il y a un espèce de dédouanement des autorités publiques sur des intermédiaires, soit des avocats, des banquiers, des notaires, pour faire des contrôles. Et lorsqu'ils doivent prendre une décision en dernier lieu, je ne veux pas être trop critique quand je le dis, parce que je peux comprendre qu'un État ne veut pas autoriser la libération de fonds sur lesquels il ne va pas avoir de contrôle. Alors, il essaye d'avoir des garanties. Le problème, c'est qu'il demande ces garanties à des gens qui, déontologiquement, humainement, n'ont absolument pas la possibilité de les prendre. Donc je pense qu'il faut utiliser la voie administrative. Il ne faut pas hésiter non plus, parce que j'ai des réponses, nous l'avons déjà fait, à poser des questions au Conseil de l'Union européenne. Vous verrez, il y a des Q&A, pour parler correctement en français, qui sont sur le site du Conseil. Il y a la possibilité de poser des questions. Ils répondent. Ils répondent, et une de mes associés a même eu la possibilité directement, dit, si vous voulez encore des explications, n'hésitez pas à m'appeler. Donc on peut... Il y a autant c'est compliqué pour les personnes placées sous sanction, sur ces questions-là, il y a une vraie volonté de dialogue qui est instaurée, en tout cas au niveau de l'Union européenne, des institutions européennes. Après, moi, je suis moins familier Bercy que vous, mais voilà. Je vous en prie. Bonjour. Philippe Cano-Avignon. Juste un petit cas pratique, puisqu'on s'intéresse à l'impact sur les prestations de l'avocat de ces mesures restrictives. Imaginons un avocat d'un barreau de province, Avignon pour le nommer, qui, au 1er avril 2022, est contacté par une société d'investissement russe, dont les bénéficiaires effectifs, cet avocat l'a contrôlé, ne sont pas concernés par les mesures restrictives, nommément, et cette société est intéressée par l'acquisition d'un domaine vitivinicole dans le Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Un domaine est en vente pour 35 millions d'euros. Des discussions s'engagent, un compromis est signé courant 2022. L'avocat a toujours vérifié qu'il n'y a aucun bénéficiaire effectif concerné par les nouveaux trains de sanctions qui interviennent. Et 35 millions d'euros sont versés sur le compte CARPA de ce client, dans l'attente de la réitération de ce compromis qui doit intervenir quelques mois après. Les discussions s'éternisent et nous nous retrouvons au 7 octobre 2022, le lendemain de ce règlement du 6 octobre, avec un acte notarié qui doit être accompli et des fonds qui doivent être libérés entre les mains du notaire. Que risque cet avocat-là
s'il ne respecte pas ce règlement en versant les fonds entre les mains du notaire? Que risque-t-il individuellement? Quel est l'impact pour lui? Entre les mains du notaire qui se situe où? À Avignon. Il y a déjà moins de risques de céder, de verser des fonds d'un compte tiers d'avocat vers un compte tiers d'un notaire en France. Alors, évidemment, l'interdiction de conseil de juridique va évidemment frapper de plein fouet ce type d'opération, si ce n'est que ce que je comprends dans votre optique, l'opération était en cours et avait débuté bien avant le règlement du 6 octobre 2022. Il y a, je ne les connais pas par cœur, encore une fois, je ne suis pas le grand spécialiste des mesures sectorielles, il y a dans le règlement 883, enfin, en tout cas c'est mis à jour, et celle du 6 octobre 2022, il y a des dispositions transitoires qui permettent que certaines affaires puissent être terminées si une exception de continuité des dossiers en cours, mais c'est limité dans le temps. Je me demande si les dates que vous n'avez données, je ne sais pas si vous l'avez fait consciemment ou pas, mais si ces dates ne sont pas déjà au-delà de la date limite visée par le règlement. Nous sommes évidemment dans une situation particulière parce que là, l'autorisation, la dérogation aux sanctions ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de nécessité de dérogation. J'introduirai tout de même, à mon avis, une double demande de dérogation visée sur le règlement 883-2020, 2014 auprès de Bercy pour obtenir, compte tenu des circonstances, la possibilité de terminer, et une possibilité d'obtenir de la part du Trésor la possibilité de libérer les fonds entre les mains du notaire. Et je ferai ça conjointement avec le notaire, parce que je pense que vous êtes dans une situation beaucoup moins critique que j'ai vu, ou que j'ai assisté certains avocats, où il ne s'agissait pas de verser des fonds à un notaire à Bruxelles ou à Paris ou à Madrid, mais de verser des fonds sur des trusts chypriotes ou avec là une prise de responsabilité qui est beaucoup plus conséquente. Et je pense que ce dossier me paraît, à mon avis, moins compliqué que l'autorisation citée par votre confrère, parce que là, on exécute une obligation, et si le contrôle AML ou anti-blanchiment a été fait convenablement, on vous demandera peut-être quelques explications à ce sujet-là. Je pense que ça sera plus facile. Et l'avocat qui ne respecterait pas, l'avocat qui ignorerait ces demandes préalables, risque quel type de sanction? Alors, Sanction disciplinaire, si son barreau, par exemple, a été un de ceux qui a introduit un recours devant le tribunal de l'Union européenne, s'il y a un barreau qui le soutient, est-ce qu'il y a un ministère des Finances qui va, ou un parquet qui va poursuivre cet avocat-là sur la base de dispositions pénales? Je suis un légaliste, vous avez compris tout le bien que je pensais de cette interdiction de conseil juridique, mais je pense que tant qu'il fait partie du droit positif de nos États membres, il appartient au barreau. Enfin, c'est le minimum de la représentation ou des prérogatives de puissance publique peut avoir un barreau, c'est de faire respecter le droit positif, de l'attaquer, mais de le respecter tant qu'il est en vigueur. Et donc je dirais oui, un bâtonnier pourrait avoir, on pense, sans doute le devoir en tout cas d'ouvrir une instruction disciplinaire. Et alors après, au niveau pénal, là c'est clair, et je ne sais pas en France, mais pas trop de difficulté à penser que le parquet français sera très rapidement sur la question. En tout cas en Belgique, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des membres du parquet qui ont vraiment reçu pour consigne de n'absolument rien laisser passer lorsqu'il y a des transferts de fonds qui sont suspects, lorsqu'on détecte des virements sans autorisation, de systématiquement ouvrir une information. Je ne veux pas dire que ça débouchera sur des condamnations, mais de systématiquement ouvrir une information. Donc oui, je crois qu'il faut être très prudent. En tout cas, moi, je me retrouve confronté à cette situation. Je fonce chez mon bâtonnier et je me concerte avec plusieurs personnes parce que je crois que c'est une situation très limite. Juste pour compléter, en fait, il y a une hétérogénéité dans les États membres de la réponse pénale
proposition de directive pour harmoniser les sanctions pénales en cas de contournement des mesures restrictives. Et donc c'est un texte qui est en cours de discussion, mais qui n'est pas encore... Mais on est d'accord qu'en France, c'est assez clair. En France et en Belgique, c'est assez clair dans le droit positif aujourd'hui. Le contournement des sanctions est une infraction pénale. En Belgique, c'est la même chose. Il y a quelques pays où c'est pas évident, et c'est l'objectif de cette directive, c'est de l'harmoniser et de faire en sorte que tous les États membres transposent des incriminations pénales dans leur droit positif. En France, aujourd'hui, c'est assez clair. Je pense que contourner une sanction est une infraction pénale. Et si je peux rajouter quelque chose, la France, avec l'Allemagne, porte un projet au niveau politique soutenu par la Commission de doter à terme le parquet européen de la compétence en matière de extension de compétences. Bien, merci beaucoup Thierry. Un autre point qui pose difficulté aussi dans ce règlement, c'est l'exéquature des décisions de justice. Dans le règlement, il y a une disposition, effectivement, vous pouvez continuer à exéquaturer des décisions de justice rendues dans l'Union européenne. Par exemple, un débiteur russe, effectivement, qui aurait été condamné par un tribunal allemand, vous souhaitez effectivement ce débiteur russe à son siège, à ses activités en France, vous pouvez exéquaturer effectivement cette décision de justice. Il n'y a pas de difficulté pour continuer à exéquaturer. Par contre, des décisions de justice qui auraient été rendues avant même que le règlement édictant les sanctions ait été pris, vous avez un débiteur russe qui aurait été condamné définitivement par une décision d'un tribunal russe il y a maintenant 5-6 ans, et vous êtes le conseil du créancier, vous souhaitez exéquaturer au jour d'aujourd'hui, vous avez une procédure d'exéquature qui est en cours devant les juridictions françaises. Le règlement, lui, ne vise effectivement que les décisions rendues dans l'Union européenne, mais pour ce qui concerne les décisions rendues hors Union européenne, même rendues avant même l'édiction des sanctions, Bercy considère effectivement que vous ne pouvez pas continuer à faire votre procédure d'exéquature en France, alors même que cette décision n'est absolument pas liée effectivement aux sanctions. Et donc la doctrine actuelle de Bercy est de dire vous devez stopper votre procédure d'exéquature, puisqu'il n'est pas prévu dans le règlement que les décisions, même rendues avant l'édiction des sanctions, contre un oligarque russe, je prends cet exemple, rendu il y a 10 ans sur le territoire russe, vous ne pouvez pas continuer votre procédure d'exéquature. Et cela pose beaucoup de difficultés à des avocats qui, au jour d'aujourd'hui, ont devant le tribunal judiciaire de Paris des procédures d'exéquature qui ont été initiées il y a encore quelques mois, il y a même 2-3 ans, et qui se voient effectivement interdire de poursuivre leur procédure d'exéquature. Et cela pose des difficultés vis-à-vis de votre client, car quelle solution avez-vous effectivement? Peut-être effectivement de faire radier l'affaire et d'attendre la période de péremption de l'instance pour pouvoir reprendre cette instance avant le délai de 2 ans, mais vous êtes en difficulté. Mais l'interprétation, et c'est une interprétation de Bercy, de dire vous ne pouvez pas continuer à exéquaturer votre décision. Donc on le voit bien, hein, ce règlement est un nid à problème, et nous avons besoin effectivement d'éclaircissement. Et la position du Conseil des barreaux européens, qui est de discuter avec la Commission européenne, mais nous le voyons bien, à chaque fois que le Conseil des barreaux européens pose des questions à la Commission européenne, nous n'avons pas véritablement de réponse précise à toutes les difficultés qui se posent. Et donc, la Commission ne répond pas, ou la Commission vous répond, mais d'une manière qui n'est pas satisfaisante et qui ne répond pas aux problématiques que vous lui posez. Et donc, nous sommes un petit peu, effectivement, face à un mur. Et il est vrai que la jurisprudence du tribunal viendra peut-être éclaircir certaines difficultés. Il faut vraiment, et ce n'est pas pour les avoir comme adversaires la plupart du temps, je pense qu'il y a un vrai problème d'organisation, et je comprends quelque part au sein des institutions européennes, que ce soit à la Commission, la DG-FISMA ou au sein du Conseil, qui ne se sont pas, ils sont attendus, mais ils n'ont pas pu anticiper ce que représente aujourd'hui
la masse de travail liée à ces questions, parce que même si c'est les États membres qui reçoivent les demandes de dérogation, ça remonte, comme je vous l'ai dit, au sein du Conseil, au sein de la DGFISMA. La DGFISMA est une institution avec laquelle on est en contact permanent normalement. On peut téléphoner, on a une réponse. Aujourd'hui, ils disent on ne peut même plus répondre à vos mails, là, on s'en sort plus. On a des demandes d'accès aux dossiers qui sont reportés, à documents qui sont reportés 15 jours, ils se mettent en défaut. Ils ne peuvent pas faire autrement. Le Conseil est dans la même situation. Le Conseil a recours dans sa défense en justice devant le tribunal à des avocats privés. En 25 ans, c'est la première fois que je vois ça. Donc ça entraîne au sein des institutions un vrai problème qu'ils avaient, eux, craint. Mais bon, voilà, il y a une politique des États membres qui consiste à vouloir aller toujours plus loin, qui est une volonté politique qui est respectable, mais qui entraîne des difficultés d'organisation au sein des institutions européennes, ça c'est certain. Merci beaucoup Thierry.